Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La publication du rapport général 2021 de la Cour des comptes continue à susciter des réactions. La réaction en date émane du président du PJD, Hakika El Haja Maman Hamissou Moumouni. Il fustige le comportement du président de la République relativement à certaines révélations faites dans ce rapport. Suivant un extrait du président du PJD, Hakika El Haja Maman Hamissou. Je dois d'abord saluer la Cour des comptes. Et je rends un vibrant hommage à son président, le professeur Naré. Le professeur a montré qu'il est un Nigérien patriote. Aujourd'hui, la Cour des comptes a fait son travail. Un travail remarquable et extraordinaire. Maintenant, au peuple nigérien de faire suivre ce travail-là. Et dans ce que la Cour a relevé, il y a un certain nombre de ministères. Mais prenons quelques ministères. Focalisons sur nous sur la question du ministère de la Santé, qui défraie actuellement la chronique. Ce ministère a eu à faire un rapport. Dans son rapport, ils disent qu'ils ont dépensé un gobelet à 10 084 francs, je crois. Ils ont fait une latrine à 40 millions. Ils ont fait, je crois, des sacs de 1000 à 105 000. Un matelas, une place, à 400, je crois, c'est 410 800, si ma mémoire est bonne. Et ce que je ne sais pas, que lorsque la Cour, vous écrivez à la Cour, elle vous répond. Je vous donne notre cas. Voilà, notre parti, nous avons, dans un premier temps, fait nos situations et l'avons envoyé à la Cour. La Cour a relevé un certain nombre d'insuffisances, est-ce que vous comprenez, pour demander de corriger ce que nous avons fait et elle nous a envoyé le rapport général, le rapport final. Vous voyez, là c'est pour 2020-2021. Lorsque vous écrivez à la Cour, vous faites la situation de votre compte à la Cour, elle vous saisit. Et ils ont été saisis par la Cour, ils ont donné leur justification. La Cour a réitéré et elle a trouvé inacceptable leur dépense. Ce qui a amené la Cour, fondamentalement, à rendre publique cette déclaration. Donc aujourd'hui, le ministre de la Santé et ses équipes, normalement, lorsque le président de la République a reçu la décision de la Cour, et après publication de la Cour, en relevant un certain nombre de choses, il avait fait un remaniement technique. Le ministre de la Santé. Vous suivrez l'intégralité de l'entretien accordé par El Haj Mohamed Hamissou Moumouni en partie magazine de cette édition. Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB organise depuis ce matin le forum national de partage des conclusions de l'étude sur le niveau de la transposition des textes communautaires en matière de la passation des marchés publics au Niger. Cette étude a porté sur 3 régions du Niger. Le compte rendu avec Nafissatou Yahya et chez Bugissou. La passation des marchés publics au Niger est plus que jamais au cœur des actions de la société civile nigérienne. C'est pourquoi le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB a mené une étude dans 3 régions du Niger pour situer le niveau de la transposition des textes communautaires à la matière. Le domaine sur lequel nous sommes intéressés, c'est celui de passation des marchés publics. Et à travers ce travail, nous avons pu découvrir 4 directives prises par l'IMOA dans le cadre des marchés publics, 3 décisions.
Et vous savez, dans le processus, puisque c'est un cadre communautaire, quand ils prennent des textes, les États membres sont tenus de transposer, donc de domestiquer, comme on dit en droit, de domestiquer les textes pris. Donc dans ce cadre de cette domestication, le Niger a eu à prendre aussi un certain nombre de textes. Et quand nous avons fait une recherche, ce que nous avons pu découvrir, nous avons pu retrouver le Niger a pris donc des décrets, des lois et des arrêtés. En termes de décrets, le Niger a pris 8 décrets. En termes de loi, le Niger a pris une loi. Et en termes d'arrêtés, le Niger a pris une vingtaine d'arrêtés pour pouvoir transposer. Et pour se faire, en résumé, ce que nous avons constaté, la conclusion est que le Niger est à 100% donc, du processus de domestication des textes pris par l'IMOA. Nous allons revenir pour voir le Niger est à quel niveau en termes d'application de ces textes pris. En ouvrant les travaux de ce forum qui se veut un cadre de partage des conclusions de cette étude, le secrétaire exécutif permanent du ROTAB a rappelé toute l'importance de cette étude et la nécessité d'éradiquer la malgouvernance liée à l'octroi des marchés publics au Niger. Le ROTAB est parti du constat de tout ce qui a pu avoir comme scandale, comme problème de gouvernance, de gestion des ressources dans notre pays, pour nous rendre compte à l'évidence que le fond est la passation des marchés publics. Et donc, nous avions initié une série d'activités en région comme à Niamey pour renforcer et nous approcher des structures déconcentrées qui sont dans la chaîne de passation des marchés publics et de contrôle. Suivez bien avec nous tous les scandales récemment avec la publication du rapport de la Cour des comptes. On a bien fait que cas de passation de marché de matelas à 400 et quelques mille, de bols à 10 000 francs, de latrines réalisées à 40 millions de francs CFA dans ce pays. Donc, et je pense que c'est à cette malgouvernance que nous devrions nous attaquer en tant que société civile pour apporter aussi de la compétence et de la qualité. Aujourd'hui, cette étude que nous allions voir ensemble, il s'agit de voir est-ce que le Niger a domestiqué les lois communautaires ou bien les règlements qui ont été pris au niveau de la communauté. Et donc, nous sommes allés chercher ça, c'est un travail qui n'existait pas avant, mais que nous allions partager avec l'administration publique, les contrôleurs en matière de marché public, la société civile et les médias. Pour rappel, cette étude initiée par le ROTAB a concerné les régions de Maradi, Tawa et Niamey et va s'étendre sur toutes les régions du Niger. Financé par l'ambassade de Danemark d'Anida, ce forum national va durer 2 jours. L'ambassade des États-Unis au Niger a fait un don ce matin de matériel d'équipement technique à la radio Jeunesse Goudel, un don qui allégera ainsi les insuffisances de matériel auxquelles fait face cette radio. Le compte rendu avec Hamza Sakou et Halidou Brema. C'est pour améliorer son fonctionnement et contribuer au développement communautaire que l'ambassade des États-Unis au Niger, comme dans ses habitudes, vient par la présente cérémonie doter la radio Jeunesse Goudel d'importants lots de matériel. Un don estimé à plus de 9 millions de francs CFA qui est composé d'émetteurs, de consoles, de microphones, de serveurs de diffusion, d'un système d'information, d'un système d'appel-écoute, d'un enregistreur numérique, d'un onduleur et un groupe électrogène. L'intérêt de l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour la radio Jeunesse s'est manifesté très tôt à travers des visites multiples ainsi que la couverture médiatique de plusieurs activités de l'institution. Par le don de ce matériel, une fois de plus, l'ambassade des États-Unis fait preuve de son attachement non seulement au développement de la radio jeunesse, mais aussi celui de l'ensemble de la communauté de Goudel. En effet, grâce à ce matériel, la qualité de nos programmes ainsi que la portée et l'impact de nos émissions sur le développement local vont s'améliorer. Émus par ce geste, les autorités coutumières et municipales ne sont pas restées indifférentes. Merci les Américains. Merci, ce n'est pas le premier don. Vous nous avez appris à lire, à écrire et comment faire. Merci.
le don que vous voulez nous offrir, ça ne fait que continuer ce que vous avez l'habitude de faire. Et nous souhaitons que ça continue toujours. Tout le village de Goudel vous remercie. Merci d'être venu, les mains chargées de cadeaux. Je vous en suis reconnaissant au nom des employés et collaborateurs de cette radio, mais également au nom des nombreux auditeurs desservis au quotidien par ce média. Ce don qui vient en marge de la Journée internationale de la liberté de la presse témoigne l'engagement des États-Unis d'Amérique aux côtés des populations nigériennes pour un développement communautaire. C'est avec un grand honneur que je suis ici aujourd'hui avec vous pour faire un don de cet équipement à la station radio communautaire Goudel. Le don fait partie des dons de l'ambassade pour la Journée internationale de la liberté de la presse. Combiné avec nos activités d'hier, cela démontre l'importance que les États-Unis accordent à la liberté de la presse et au renforcement et au développement d'un corps de presse responsable, équitable et éthique. De plus, le don renforce le concept de bon voisinage qui est ancré dans la culture américaine. Radio communautaire Goudel est la radio du quartier de l'ambassade. De nombreux employés de l'ambassade l'écoutent pour obtenir des informations et des divertissements locaux. Par conséquent, lorsque Radio Goudel, par le biais Monsieur Husseini, animateur à la même radio, a demandé du matériel indispensable, nous avons écouté et nous avons répondu. Cette remise est suivie d'une visite guidée dans les locaux de la radio, service après service, pour constater de visu les conditions de travail. Remise ce matin d'un don par l'honorable député Hadiza Seini à la population de Yeni, localité située dans le département de Boboy, région de Dosso. Ce don est composé de 2 salles d'hospitalisation et des produits pharmaceutiques. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. C'est cet accueil chaleureux que la population de Yeni, département de Boboy, région de Dosso, a réservé à l'honorable Hadiza Seini, cette brave dame qui est toujours au chevet de la population à travers ses multiples actions de développement communautaire. Après avoir rénové le centre de santé à travers la construction des salles d'hospitalisation, la guérilla des temps modernes a mis également à la disposition du dit centre des produits pharmaceutiques. C'est ma population qui était en souffrance. Les chambres d'hospitalisation, les pluies diluviennes les ont fait tomber. Donc les hospitalisations se faisaient sous les arbres. Donc il était de mon devoir quand même de penser quand même à les aider avec 2 salles de 10 lits chacune. Une salle sans produit, des malades sans produit, nous savons comment est-ce que l'État ne peut pas tout faire. Nous sommes quand même des représentants du peuple. La seule chose que nous pouvons faire, c'est des actions de développement communautaire et c'est d'appuyer normalement ces centres-là en produits et arriver peut-être à demander à l'État tout ce qui est comme hôpital de district, là, d'essayer quand même de les appuyer en bloc opératoire et autres, comme Birni qui n'a jusqu'à présent pas de bloc opératoire. Et ça nous cause énormément de problèmes. Nous avons à peu près 10 communes qui réfèrent à Birni qui, en cas d'accident, sont obligées de passer pour Dosso. Et ça cause énormément de problèmes. Vraiment, l'appel que je lance, c'est qu'on puisse avoir un bloc opératoire à Birni-Ngaouré. La population de cette localité ne serait restée insensible face à cette générosité, raison pour laquelle le préfet de Boboy tire son chapeau à cette dame de fer. Nous sommes venus réceptionner 2 blocs d'hospitalisation pour le CSI de Yeni. Et chose qui manque ou bien qui s'est effondrée suite aux dernières pluies. Nous remercions ce geste combien louable de l'honorable député Hadiza Seini qui a été même agrémenté par des produits pharmaceutiques. Et ces produits, nous demandons
au major qui va l'utiliser, de l'utiliser à bon escient. C'est le lieu de remercier encore davantage l'honorable Hadi Seni et lancer un appel à d'autres ressortissants de Boboy et de la commune rurale de Kogolo de faire autant. Après la remise des clés et des produits pharmaceutiques, l'honorable député Hadi Seni a visité plusieurs endroits, à savoir la maternité, la maison du major, le chantier des centres coraniques qu'elle a financé. Soucieux du développement de la population, la Dame de Fer s'est déjà engagée dans plusieurs projets pour le bien-être de la population. Diplômée en droit, Maïmouna a décidé de se lancer dans la production et la commercialisation de produits cosmétiques à base de pommes de terre ou de feuilles de moringa. Un défi qu'elle a relevé malgré certaines réticences. Suivant son témoignage dans cet élément du studio Kalangu. Chaque mois, on change de produit. Entre filles, lorsqu'on était à l'université. Et du coup, on nous a dit, hey, chaque jour, on change. Oui, chez nous, là, il n'y a pas quelque chose qui peut nous permettre d'être aussi si belle et rester naturelle. Parce que demain que tu es claire, après demain, on te voit, tu deviens noire. Finalement, on ne se retrouve plus. Donc, c'est ça qui m'a vraiment poussée à dire, merde, entre bif, il faut qu'on retourne à ce que nos mamans font. Le début, ça n'a pas été facile, puisqu'on a même fait réunion sur moi. il y a même l'ami de mon papa, et puisque lui, mon papa, tellement qu'il était dépassé, il n'a même pas eu le temps de me parler, mais il a envoyé son ami pour me tirer les oreilles. On m'a dit d'ici un an, si on ne voit pas les résultats, il faut stopper. Et Dieu merci, et en moins d'un an, j'ai donné vraiment le meilleur de moi pour être ce que je suis aujourd'hui. Je sais que ça n'a pas été facile, mais nous sommes sur la route et ça va. On peut faire sécher la pomme de terre, sécher la carotte, sécher le concombre. On va les piler et les mixer et faire un gommage. Là, on n'ajoute aucun additif. Je peux vous prendre l'exemple de ce savon au moringa. Tout à l'heure, il y a une dame qui m'a appelé. C'est un savon, vous voyez, c'est le moringa de chez nous. Je prends le moringa, je passe ça dans le mixeur. La pâte là, il y a la base du savon. Donc, je prends la pâte du moringa, ajouter à la base du savon, faire le mélange. Il n'y a ni éclaircissement. Donc, vous voyez, et hommes et femmes peuvent l'utiliser. Et l'Internet, c'était ma toute première boutique, puisque quand Mofari a commencé, on n'a pas de local. Les réseaux sociaux, c'est tout un monde. Si tu veux vraiment toucher plus de gens, il faut aller là-bas. Avant, on courait derrière les revendeurs. Venez prendre nos produits, venez prendre nos produits. Mais le jour où on a fait le lancement, pas lancement, la cérémonie de remise des certificats, ce sont les jeunes qui nous appelaient. Donc, puisque c'est un cachet qu'il y a sur l'étiquette. Maintenant, je prends cet exemple de ces savons. Vous voyez, c'est dans un sachet. Je me demandais si ici au Niger, on peut avoir une entreprise qui peut nous faciliter vraiment les cartons. Ça sera un plaisir puisque les savons, avec la chaleur, on est dans un pays où il fait excessivement chaud. Donc avec la chaleur, ça va un peu, ça ne convient pas en un mot. Mais si on peut avoir des usines de production, des entreprises de production de carton, ça va vraiment nous faciliter la tâche et ça va vraiment nous permettre d'avoir plus de visibilité dans la société. Place à présent notre rendez-vous hebdomadaire, la chronique juridique. Cette semaine, elle porte sur le thème modalité d'accès à l'information publique au Niger. Un thème développé par Alfred Emmanuel, juriste et président du Raza Presse. Et juste après, vous suivrez la partie magazine consacrée à l'entretien que le président du PJD, Hakika, a accordé à la télévision Labari. Très bonne réception.
Nous allons parler dans ce numéro des modalités d'accès à l'information publique, toujours sur la base de l'ordonnance 2011-22 du 23 février 2011 portant charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Donc cette ordonnance a organisé la façon dont les usagers peuvent accéder à l'information publique, c'est-à-dire la procédure, puisque certes l'accès à l'information publique est un droit, mais encore il faudrait qu'on sache comment est-ce que ce droit s'exerce, comment est-ce que l'usager peut solliciter l'accès à l'information publique. Est-ce c'est sur la présentation d'une requête écrite ou orale? Comment est-ce que cela peut se passer? Donc, et vers quelle autorité le citoyen ou l'usager peut-il se référer pour accéder à l'information publique ou aux documents administratifs? Donc, c'est en ce sens que l'article 15 traitant de l'accès à ou des modalités d'accès à l'information publique dispose que les administrations qui produisent ou qui détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels elles figurent. Donc, il y a un répertoire au niveau des administrations, des différentes administrations, puisque ça dépend de l'information que vous voulez. Si c'est une information en matière médicale, par exemple, qui relève du ministère de la Santé ou bien qui relève du ministère de l'Industrie, etc., etc. Donc, au niveau de ces administrations, il y a un répertoire qui est tenu et qui est mis à la disposition des usagers dans lequel il y a la mention des principaux documents recherchés par l'usager. Maintenant, l'article 16 dispose que les autorités sont tenues de fournir les documents administratifs et informations communicables. Et ces autorités-là sont les suivantes. Premièrement, vous avez les responsables des administrations centrales et déconcentrées de l'État. Donc, nous sommes en train de parler des autorités qui sont tenues de fournir les documents administratifs ou l'information publique recherchée. Vous avez les responsables des administrations centrales et déconcentrées de l'État. Vous avez les dirigeants des programmes et projets publics. Vous avez les autorités locales. Vous avez les directeurs des entreprises et établissements publics. Vous avez les responsables des organismes de droit public et ceux de droit privé chargés d'une mission de service public. On peut avoir un organisme de droit privé, mais qui est investi d'une mission de service public, donc, ainsi qu'une administration publique. Donc, toutes ces administrations sont tenues de fournir à l'usager l'information ou le document qu'il recherche dans les conditions fixées par la loi. Maintenant, l'accès aux documents administratifs s'exerce au choix de l'usager ou du citoyen ou du demandeur dans la limite des possibilités techniques de l'administration. Parce que vous ne pouvez pas demander un document qui techniquement n'est pas disponible ou techniquement l'administration n'est pas en mesure de vous le donner. Donc, c'est dans la mesure des dispositions ou des capacités techniques de l'administration que le document est communiqué. Maintenant, il y a plusieurs façons d'accéder à l'information publique. Il se peut que vous ayez la possibilité, juste pour consulter sur place le document. Vous venez, vous vous présentez à l'administration, vous cherchez à accéder à un document, l'administration vous donne ce document pour consultation, tout comme il se peut que le document fasse l'objet d'une reprographie et dont l'administration vous donne copie. Donc, c'est pourquoi au niveau de l'article 18 de cette ordonnance, l'accès aux documents administratifs s'exerce au choix du demandeur. 1. Il peut être fait par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas. Ça, c'est le premier chemin. Le chemin de la consultation sur place. Si vous arrivez, par exemple, aux archives nationales, vous avez une salle de consultation, de lecture. Quand on vous donne un document, il y a une salle qui a été aménagée qui vous permet de vous installer confortablement et de prendre connaissance ou d'accéder aux documents que vous cherchez. Allez-y aux archives, vous allez voir
ce dont je parle. Donc, vous avez également la deuxième possibilité, celle de la reproduction du document. Donc, le point B, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais ne puissent excéder le coût de cette reproduction dans des conditions fixées par décret. J'ai maintes fois été au niveau du service des archives nationales pour chercher un décret, etc. Donc, quand vous allez, il y a une petite redevance qu'on vous demande sous contre attribution ou bien contre donation d'une copie du document que vous recherchez. Donc, soit vous consultez sur place, soit on assure, on vous fasse, soit on vous fait la reprographie du document administratif recherché lui-même, contre versement des frais liés à cette reprographie. La troisième option, ou bien le troisième schéma de communication du document administratif, c'est la voie électronique, donc par courrier électronique et sans frais, lorsque le document est disponible sous forme électronique. Là également, maintes fois, les usagers, et bien, personnellement, je m'étais rendu dans plusieurs administrations où j'ai reçu copie de certains documents par voie électronique. Donc, voilà les trois schémas définis par l'article 18 de cette ordonnance. Premièrement, par consultation. Deuxièmement, par reprographie. Et troisièmement, par voie électronique. Maintenant, toute demande d'accès aux documents administratifs doit revêtir la forme écrite. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, quand un usager se présente devant le service public, il se présente muni d'une requête par laquelle vous demandez à l'administration de mettre à votre disposition tel ou tel document. Donc, c'est par voie écrite que la demande est faite. Un accusé de réception doit être remis au demandeur. Et l'administration est tenue de donner une suite motivée à cette demande par écrit dans un délai de 15 jours pour compter de sa saisine. Toutefois, et ça c'est important, parce qu'il y a une catégorie de personnes également qui, à cause de leur fonction, c'est également le cas des journalistes, et vous allez le voir. Donc toutefois, les demandes émanant des chercheurs et des journalistes doivent être traitées dans un délai de 5 jours. Si un usager se présente, l'administration doit répondre dans un délai de 15 jours. Mais s'agissant d'un journaliste ou s'agissant d'un enseignant ou d'un chercheur, eh bien le délai est ramené à 5 jours. Vous conviendrez avec moi, c'est au regard de l'importance de l'objet de cette demande. Si c'est un chercheur, vous voyez l'objet de la recherche. Et si c'est un journaliste, c'est également dans le cadre du droit à l'information des citoyens. Donc, quand un journaliste fait cette requête, eh bien, l'administration est tenue de répondre dans un délai de 5 jours. Maintenant, qu'en est-il du refus de communication du document? L'article 20 dispose que le refus de communication d'un document est notifié au demandeur et est par écrit et est motivé. Le silence gardé pendant plus de 7 jours par l'autorité compétente saisie d'une demande de communication de documents et s'agissant d'une demande émanant de chercheurs ou de journalistes pendant plus de 5 jours, vos décisions de refus. Si pour un usager, après 7 jours, il n'y a pas eu de réponse, on estime que l'administration a refusé l'accès aux documents. Et s'il s'agit d'un journaliste ou d'un chercheur, si après 5 jours, il n'y a pas eu de réponse, ce refus vaut, ce silence vaut refus d'accès aux documents. Maintenant, qu'en est-il de la notification et de la publication des documents administratifs? L'article 21 dispose que, sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée. Donc on ne peut pas vous opposer à une décision de rejet tant qu'on ne vous a pas préalablement notifié cela. Maintenant,
Les usagers du service public ont le droit également d'être informés des motifs des actes individuels ou collectifs défavorables qui les concernent. S'il y a un acte individuel qui vous est défavorable, vous êtes en plein droit de recevoir le motif pour lequel cet acte vous est défavorable. Ça peut être par exemple un acte qui vous inflige une sanction. Ça peut être un acte qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales de l'obtenir. Si par exemple vous êtes tous dans les mêmes conditions pour recevoir un acte, les autres l'ont eu, vous, on vous le refuse. Cela veut dire que l'administration est obligée de vous notifier et de motiver les raisons du refus de cet acte. Ou bien, si l'acte subordonne l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou qui impose des suggestions, là également, l'administration est tenue de motiver. Ou si l'acte retire ou abroge une décision créatrice de droit. Vous avez un arrêté par lequel vous avez été nommé, ou bien un arrêté en tout cas qui vous crée un certain nombre de droits. Si cet acte est abrogé ou bien il est retiré, l'administration est dans l'obligation ici de motiver, de vous donner les raisons du retrait ou de l'abrogation de cet acte. Et enfin, si l'acte oppose une prescription, une forclusion ou une déchéance. Voilà les cas dans lesquels l'administration est tenue de notifier au citoyen ou à l'usager les cas de refus de l'accès aux documents administratifs. Donc, maintenant, le dernier point concerne l'accueil des usagers. Parce que vous savez, quand vous venez dans un service, souvent le citoyen, il est dépaysé. Il ne connaît pas comment le service fonctionne. Donc c'est pourquoi le chapitre 7 fait obligation aux administrations de mettre des insignes ou de mettre des informations de telle sorte que l'usager peut être orienté et de mettre également en place un service d'orientation et de l'information des publics. C'est pourquoi souvent, quand vous venez dans les différentes administrations, vous avez un service d'accueil et d'information qui vous oriente selon le besoin pour lequel vous vous êtes présenté devant l'administration. Et l'article 24 dispose en substance que chaque administration assure en son sein l'accueil et l'information des usagers au niveau d'un service d'accueil et d'orientation du public. Elle est tenue de communiquer à l'usager les informations exactes sur les procédures et formalités nécessaires à l'obtention des prestations qu'elle fournit. Et enfin, l'article 25 dispose qu'en vue de faciliter l'accueil des usagers, chaque administration procède à une signalisation de ces services comportant, selon les cas, des flèches apparentes indiquant l'emplacement des divers bâtiments, bureaux et escaliers d'accès. En bas de chaque escalier ou de chaque principal escalier, un tableau signalant les différents niveaux et à chaque étage et carrefour exactement des signalisations. En fait, tout ceci concourt à informer l'usager de la voie par laquelle ou de l'endroit où se trouve l'information qu'il recherche. C'est une obligation légale qui est contenue dans cette ordonnance. Et enfin, il est tenu à la disposition des usagers un registre de réclamation et paraphé dans lequel ils peuvent consigner leurs observations et suggestions. Ce registre est tenu au service d'accueil. Et ça, c'est une façon de permettre aux administrations, ou bien aux usagers, de s'exprimer si le service a bien fonctionné ou il n'a pas bien fonctionné, s'ils sont satisfaits de la prestation qui a été faite ou pas. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur la notification et la publication des documents administratifs. Comme nous l'avons déjà dit, nous, notre position, tout le monde la connaît, nous avons dit que nous n'accepterons pas le redéploiement de la force Barkhane Takuba au Niger. Et vous avez vu la réponse du président de la République qui dit qu'il n'accorde pas d'intérêt à cette minorité qui est contre le déploiement. Alors que s'il y a une minorité, c'est bien eux qui sont minoritaires. Nous sommes convaincus que ceux qui ne veulent pas de la présence française sur nos territoires sont à 98%. Et d'ailleurs, rappelez-vous bien, je l'avais demandé,
d'aller à un référendum. Si, comme il le dit lui-même, que nous sommes minoritaires. Bon, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que nous constatons que même l'exécutif ne croit pas en ce qu'il fait. Parce qu'il sait très bien que les traités des accords ne sont pas signés, sont signés à travers une loi et non une DPG. Parce qu'aujourd'hui, il suffit que le Premier ministre tombe par une motion de censure, la DPG tombe. Donc l'accord tombe. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut une loi. Et cette loi-là, c'est l'Assemblée qui la vote. C'est-à-dire que l'exécutif doit donner les détails de l'accord de défense qu'il compte signer avec un autre pays, un pays ami. Donc, et tout le monde connaît les accords passés signés par la France, ce n'est pas des accords. C'est des accords impérialistes, c'est tout. Et aujourd'hui, ce que je dois vous donner comme information par rapport à cette question-là, c'est que les Français ont mobilisé presque 13 milliards, si vous voulez, le gouvernement français, dans l'objectif, parce qu'ils disent qu'il y a un sentiment anti-français, général, un peu partout en Afrique. Et ils sont en train de créer ce qu'on appelle un certain nombre de leaders. Et en achetant d'autres, c'est-à-dire des leaders politiques, des leaders de la société civile, qui vont d'abord, ils ont déjà commencé cette campagne, celui de faire comprendre aux Africains, écoutez, nous devons nous battre de nous-mêmes, nous n'avons plus besoin de la France, y compris de la Russie. Ça, c'est la technique que la France a amenée. Ça, c'est une première phase. Cette réunion s'est passée à Abidjan. Malheureusement pour eux, nous sommes au courant. Nous, quand nous avons demandé un accord de défense ou un accord avec la Russie, ce n'est pas au hasard. Parce que ça fait pratiquement 8 ans, 9 ans, 8 ans qu'ils sont au Niger, 9 ans qu'ils sont au Mali. Parce qu'ils étaient au Mali, l'année qui suit, ils sont venus au Niger. Le résultat, c'est quoi? C'est que nos villages ont été totalement... Les villageois ont abandonné leur village. L'insécurité s'est installée totalement. Comme disent, quelle est cette plus-value que la force Barkhane ou Tokuba a amenée? Alors que tout le monde se connaît, l'espace de ces 3 frontières, c'est un espace minuscule. Aujourd'hui, tous ces pays, c'est-à-dire la France qui veut parler au nom de l'Afrique, des États-Unis, des Allemands et autres, s'ils voulaient réellement circonscrire cette histoire d'insécurité dans les 3 zones, mais même à 24 heures, on peut le faire. Et je vais vous dire quelque chose de surprenant de leur part. Lorsque le Mali avait découvert cette charnière qu'ils ont laissée à Goussi, vous avez vu? C'est un petit espace. Mais ils ont montré à travers une satellite, à travers un truc qu'ils ont filmé eux-mêmes, pour dire voilà, ah, c'est faux, c'est du montage que les Maliens ont fait avec les Russes. Alors que c'est minuscule l'endroit. Hein. Mais ils ont pu photographier ça, ils ont pu filmer ça. Donc, comment vous pouvez expliquer qu'ils n'arrivent pas à identifier 200, 300, 400 motos? C'est pour vous dire qu'il y a un guise sur roche. La réalité, la France veut continuer à rester une puissance. Mais si la France veut rester une puissance, il faut que la France continue à déstabiliser l'Afrique. Continue à faire croire à certaines populations que vous avez droit à votre indépendance. Donc, ce qu'a fait le Parlement, c'est une honte. Ils ne sont même pas capables, ils ne sont même pas courageux d'aller devant une loi. Parce que nous, ici, ça ne nous préoccupe pas. Juridiquement, les Français ne sont pas protégés. Ils n'ont aucune protection juridique. Ils vont déployer plus de 900 militaires à des risques. Et d'ailleurs, nous aurons appris qu'il y a des tentatives d'annulation qui est entreprise à partir de la France
pour annuler cet accord qui a été, cette loi, pardon, cette DPG qui a été votée par d'autres Nigériens, je crois, en France. Parce qu'ils savent comment il faut procéder. Ils savent que ce n'est pas comme ça. C'est une loi. C'est au Niger qu'on fait ce qu'on veut. On décide ce qu'on veut. Et nous continuons à faire le combat sur cette question-là. Par rapport à la question de l'Assemblée nationale, il y a 2-3 semaines, j'ai eu à dénoncer un certain nombre de conseillers, qui sont pratiquement 1000. Et chacun de ces conseillers-là touche 302 000. Mais dans mes recherches, je suis allé plus loin. En fait, je ne connais pas exactement le nombre, mais le nombre varie entre 1000, 1100, 1200. Et ce nombre-là, en dehors des 302 000 conseillers, pardon, 302 000 francs qu'on les paye, ils ont ce qu'on appelle les frais de session, qui fait 5 000 jours. C'est-à-dire que chaque fois que l'Assemblée nationale est en session, ces conseillers-là, ils ont droit à 5 000 jours. Et faites le calcul. Vous prenez, parce que la session maintenant, il y a 2 sessions. Il y a la session de loi et la session budgétaire, plus les sessions extraordinaires. Vous avez ici minimum 3 mois. Moi, je vous prends 90 jours. 90 jours, en dehors de 302 000 francs qu'il gagne par mois, chaque conseiller gagne, en cas de session, 450 000 par conseiller pendant les 90 jours. Faites vous-même le calcul. Ce que ça fait. À côté, il y a l'école qui est malade. L'université de Zander, vous avez fait avant-hier, ils ont inauguré des classes en paillotte. Et ces 450 000 qu'on donne par conseiller, ils ne savent même pas qu'il y a une session qui se tient. Et dans l'année, il y a 2 sessions. Je vous ai dit ça, la session de loi et la session budgétaire, plus les sessions extraordinaires. Calculez combien ça va vous faire. S'ils font, dans tous les cas, les sessions extraordinaires, ce n'est pas 2 semaines. S'il y a 2 sessions, les 2 sessions, c'est 3 mois, calculez, vous allez voir, et plus vous allez voir combien ils touchent ces gens-là. Admettons qu'ils ont les 6 mois. Calculez 6 mois fois 5 000. C'est ce que ça vous fait. Parce qu'il y a 3 mois, plus les extraordinaires. Sans compter les 302 000 qui touchent, hein, ça c'est le salaire. Comme ils disent, ils ont quel droit pour avoir des frais de session? Ils sont qui? Conseillers du président de l'Assemblée. J'ai entendu, lorsque j'avais dénoncé ça, un certain nombre d'acteurs se sont offusqués. Mais ils n'ont pas apporté un démenti. Ils disent que non, le président Hamissou, il a dénoncé parce qu'il veut être ministre, parce qu'il veut que Bazoum le nomme. Je n'ai pas besoin que Bazoum me nomme, moi. Moi, je ne suis pas comme eux. Moi, je ne suis pas rentré dans la politique pour chercher à manger. Je suis rentré en politique par conviction. Et aujourd'hui, s'ils bénéficient de tous ceux qui sont en train de bénéficier là, j'ai dit en grande partie que c'est grâce à moi et Youssouf Mahamadou. Parce que nous sommes les 2 qui ont véritablement combattu le Tazarti. Ils savent de quoi je parle, c'est avec qui nous avons fait le combat. Et nous avons pris le pouvoir dans leurs mains. Si nous n'avons pas combattu le Tazarti, c'était eux qui allaient continuer à gérer ce pays-là. Donc pour vous dire que au-delà de ça, et quand vous prenez le personnel de l'Assemblée nationale, qui lui, il est censé être mieux rémunéré, c'est le contraire. Le personnel, ils ont 1000 et 2000 comme frais de session. Alors que c'est eux qui font tout le grand travail de l'Assemblée nationale. Donc, la situation n'a pas évolué. Mais je l'ai dit que le président Bazoum n'était pas d'accord de cette affaire-là. Et je le réitère. Parce qu'on dit que je sais de... Mais je ne suis pas quelqu'un... C'est d'autres questions, vous allez voir ma position par rapport à Bazoum. Je ne vais pas inventer
ou dire un mensonge, dire que Bazoum est dedans alors qu'il n'est pas dedans. Ils savent très bien qu'il n'est pas d'accord. Mais ils l'ont enrôlé. Quand à un moment donné, il a dit d'arrêter, c'est en ce moment qu'on est parti trouver cette solution-là. Parce qu'avant, c'était 402 000. Qu'on a parti trouver cette solution pour ramener à 302 000. Pour le PNDS à 252 exactement. Conseillers. 252. Le MNSD a 600 et quelques conseillers. Vous avez ceux qui sont avec le pouvoir, la MRL, tous ces leaders et autres là, beaucoup d'entre eux ont été nommés. Sans compter l'opposition qui a eu sa part. Et je l'ai précisé, il n'y a que 2 partis politiques de l'opposition qui n'ont pas pris. Je ne les citerai pas. Je ne suis pas là pour faire la publicité à un parti politique. Donc, c'est les 2 partis-là qui n'ont pas pris. J'ai entendu dire que oui, je dénonce parce que tout simplement, et j'essaie de me rendre... Mais pourquoi je vais dire... Bazoum, sur beaucoup de questions, Bazoum et moi, on ne se comprend pas. Lorsque vous faites payer plus de 1000 et quelques personnes, 1100, 1200, vous le faites payer, et comment on appelle ça? Vous le faites payer 302 000 comme salaire. Vous le faites payer 5 000 par session. Vous allez me faire comprendre que ça, c'est ça. Non. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est pire que du partage. C'est même pas du wassoso. Ça dépasse ça. Donc, c'est pour vous dire que... Et lorsque vous êtes nommé conseiller, lorsque vous êtes nommé, il faut bien que vous servez à quelque chose. Dites-moi, comment peut-il se permettre d'avoir 1000 conseillers qui vont le servir à quoi? Et j'ai entendu certains qui ont voulu se justifier en disant que c'est un partage de groupe parlementaire. C'est quoi cette histoire-là? Quel groupe parlementaire? C'est une affaire qui est là. C'est un pouvoir. Il y a une opposition, il y a une majorité. Et le président de l'Assemblée nationale fait partie de la majorité. Il ne peut nommer que les militants de la majorité. Et même là, en quoi le président a besoin de 1000 conseillers? Ça ne peut pas dépasser 50 conseillers. Maintenant, si les gens veulent caser, coûte que coûte, des militants, on veut faire des récompenses à des militants. C'est simple. Malgré qu'ils n'ont pas voté pour Bazoum Mohamed, je tiens à le relever. Parce que lorsque nous étions arrivés au 2e tour, il y avait l'un à 8%, l'autre à 7%. Mais ils n'ont pas, leurs militants n'ont pas voté. C'est nous qui avons de 0,50 à 0,99 qui avons mobilisé nos militants. Et aujourd'hui, c'est nous qui n'avons rien de ce régime-là. Rien. Donc, eux, ils n'ont pas voté. Et vous savez très bien de quoi je parle. Et tout le monde sait qu'ils n'ont pas voté. Leurs militants ont voté pour le candidat, l'autre candidat. Et c'est ce qui a justifié d'ailleurs son discours extraordinaire de 44 et quelques %. Si c'était nous qui n'étions pas là, le président Bazoum allait perdre le pouvoir. Mais c'est nous qui avons sauvé Bazoum là. C'est nous qui n'avons rien. Parce qu'ils font quoi? Ils font le partage de l'Assemblée nationale. Tu as tant nombre de députés, on te met. Ça, ce n'est pas de la politique. Et notre parti a dit qu'il n'acceptera pas ça. Nous ne l'accepterons pas. Je dois d'abord saluer la Cour des comptes. Et je rends un vibrant hommage à son président, le professeur Naré. Le professeur a montré qu'il est un Nigérien patriote. Aujourd'hui, la Cour des comptes a fait son travail. Un travail remarquable et extraordinaire. Maintenant, au peuple nigérien de faire suivre ce travail-là. Et dans ce que la Cour a relevé, il y a un certain nombre de ministères. Mais prenons quelques ministères. Focalisons sur la question du ministère de la Santé, qui défraie actuellement la chronique. Ce ministère a eu à faire un rapport. Dans son rapport, ils disent qu'ils ont dépensé 1
un gobelet à 10 084 francs, je crois. Ils ont fait une latrine à 40 millions. Ils ont fait, je crois, des sacs de 1000 à 105 000. Un matelas, une place, à 400, je crois, c'est 410 800, si ma mémoire est bonne. Et ce que les gens ne savent pas, que lorsque la Cour, vous écrivez à la Cour, elle vous répond. Je vous donne ce notre cas. Voilà, notre parti, nous avons, dans un premier temps, fait notre situation et nous l'avons envoyé à la Cour. La Cour a relevé un certain nombre d'insuffisances, est-ce que vous comprenez, pour demander de corriger ce que nous avons fait et elle nous a envoyé le rapport général, le rapport final. Vous voyez, ça c'est pour 2020-2021. Lorsque vous écrivez à la Cour, vous faites la situation de votre compte à la Cour, elle vous saisit. Et ils ont été saisis par la Cour, ils ont donné leur justification. La Cour a réitéré et elle a trouvé inacceptable leurs dépenses. Ce qui a amené la Cour, fondamentalement, à rendre publique cette déclaration. Donc aujourd'hui, le ministre de la Santé et ses équipes, normalement, lorsque le président de la République a reçu la décision de la Cour, et après publication de la Cour, en relevant un certain nombre de choses, il avait fait un remaniement technique. Le ministre de la Santé devait être remercié pour aller lui-même se défendre, se justifier, pour prouver que fondamentalement, ce qu'on lui reproche, ce n'est pas fondé. Parce que c'est ça la logique de la démocratie. Et ce qui est choquant, j'ai toujours cru que ce ministre-là était l'un des meilleurs ministres. Moi, j'ai toujours cru ça. Parce que, pour moi, il avait passé par deux voies. Vous savez, pour être un bon ministre, où vous avez été un grand syndicaliste, où vous avez été un grand acteur de la société civile. Mais ceux qui tombent comme ça dans la politique ne comprennent rien du tout. Ce gars-là, il a été un syndicaliste. C'est dommage que ce monsieur puisse être chose. Mais ce que vous ne savez pas, il n'y a pas que le ministère de la Santé dont l'argent du Covid a été très mal géré. Il y a les autres ministères partenaires. Parce que les gens oublient. Il y a des ministères à qui on a donné de l'argent, qui ont occupé de location des maisons de l'État, des instituts de l'État. Mais ces instituts n'ont pas fait un franc de cet argent-là, alors que l'argent a été débloqué. Et je vais aller même plus loin. Un ministère très sensible. On a versé 300 millions à un directeur régional. Dans ces 300 millions, il prend l'argent, il donne 100 millions au ministre concerné et les 200 millions, il va y faire ses affaires. Il achète des maisons. C'est des informations que j'ai eues. C'est pour cela que je pense que le président doit vérifier toutes ces informations, voir si c'est vrai, ou si c'est fondé ou pas. Pour que ces gens-là, qui ont pris beaucoup de liberté avec nos biens publics, puissent être traduits en justice. L'information que nous avons eue, que moi j'ai eue, avant ce remaniement technique, le président Bazoum, il semblerait, parce que je préfère utiliser ce terme, avait demandé au Premier ministre carrément de décharger tous les ministres qui traitent des casseroles pour qu'il aille se justifier devant la justice. Mais à notre grande surprise, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit changement, on fait un remaniement technique pour placer des gens qui ne le méritent pas. Nous, qui sommes les partis politiques qui l'avons amené au pouvoir, nous, non, parce qu'on estime que nous ne méritons pas d'être dans le gouvernement parce que nous n'avons pas... Quand je parle pas de moi, je ne parle pas de ma personne, je connais certains, ils vont vouloir déformer ce que je vais dire. Que moi, je ne peux pas être ministre d'abord, je vous dis de Bazoum, ce n'est pas possible. Je le précise d'abord, c'est important. Donc, que ceux qui ont eu à le soutenir, que ce soit eux qui soient
à qui on doit faire confiance? Non, ceux qui n'ont rien à voir avec notre victoire. C'est eux qu'on fait venir, c'est à eux qu'on donne des trucs pompeux. Mais où est-ce qu'on va? Si c'est ça la démocratie, ou si c'est ça la politique, comment on peut continuer à faire la politique comme ça? Comment ça? De quelqu'un que, même du point de vue idéologique, vous n'avez même pas le même point de vue. Donc pour vous dire que tous ces ministres qui font des casseroles, tant qu'ils les maintiennent dans son gouvernement, tant qu'ils sont là, personne ne prendra son gouvernement au sérieux. Parce que la communauté internationale ou nationale connaît tous ceux qui y sont. Et ça cause problème pour lui. Et d'ailleurs, lors de la visite du secrétaire général de l'ONU, il a soulevé ce problème-là. Je l'ai suivi sur votre antenne, où il parlait de la corruption qui gangrène, qui encourage le terrorisme. Mais ce qui se passe dans ce pays, c'est pire que le terrorisme. Le détournement des fonds publics, c'est pire que le terrorisme. Un ministre en pleine fonction a été débarqué. Mais c'est logique, hein? Il n'y a rien d'anormal. Parce que c'est des faits qui lui sont reprochés quand il était DG. Il n'a aucune couverture. Ce n'est pas des faits lorsqu'il était ministre, c'est des faits qui lui sont reprochés lorsqu'il était, comment on appelle ça, DG de la Sopamil. Mais nous qui étions sur le terrain politique avec lui, parce que moi, mes camarades, beaucoup de nos camarades se plaignaient de son comportement, de ce qu'il faisait sur le terrain politique, de façon dont il distribuait l'argent. Nous, on n'est pas surpris dans tous les cas. Moi, je ne suis pas du tout surpris de ce qui lui est arrivé. Mais ce qui est marrant et ce qui est inacceptable, c'est que ce soit lui seul qu'on extirpe dans le gouvernement pour jeter. Ce n'est pas légal. Il y a un ministre qui a été épinglé par la Cour des comptes. Il y a des ministres qui sont en liberté provisoire. Il y a des ministres, tels que par exemple, prenons le cas du ministre de l'Agriculture, tout ce qu'il a posé comme acte qui pratiquement est contraire à la bonne gouvernance, ils sont toujours là. Sous prétexte, vous savez c'est quoi le problème, ce pays? Il vous suffit d'aller voler un peu d'argent et d'aller faire campagne pour vous débrouiller pour avoir un ou deux députés, et puis c'est fini, vous venez, on vous bombarde le gouvernement. Malgré vos casseroles que vous traînez, malgré tout ce que vous êtes, on vous envoie. C'est-à-dire, on encourage la culture de l'impunité. On encourage la médiocrité. On encourage les citoyens à voler d'argent. Mais ce qui me surprend dans tout ça, c'est le président Bazoum. Donc je disais que ce qui me surprend, c'est surtout du président Bazoum. Tel que je le connais, je sais qu'il a des difficultés pour regarder ces gens-là en face. Je sais ça. Je sais que ça lui cause sérieusement des problèmes. Mais je pense que l'appel que je le lance, il faut qu'il comprenne une chose. Le fait que nous avons un peuple pacifique, ça ne veut pas dire que nous avons un peuple qui peut tout accepter. Nous avons la gestion de l'État. À partir du moment où la responsabilité lui incombe, c'est celui qui a juré sur le Coran. C'est à lui que Dieu va demander des comptes, pas à quelqu'un d'autre. Et il a la volonté lui-même d'aller dans l'assainissement. À partir du moment où il a mis, parce qu'il a permis à la justice d'écouter ce ministre-là, il doit faire en sorte que les autres ministres soient écoutés. Il faut qu'ils comprennent qu'on ne peut pas... le Amana, politiquement, n'existe pas quand il s'agit d'un voleur de la République. Amana existe quand c'est quelqu'un de propre. Quand quelqu'un vous a aidé à venir au pouvoir et que vous trahissez les engagements que vous avez pris, c'est en ce moment que Dieu va vous demander des comptes. Mais lorsque vous demandez des comptes à quelqu'un qui a pris des libertés, qui a volé les biens publics, vous n'avez pas de amana. Il n'y a pas d'amana entre vous et cette personne-là. Ce que vous devez faire, c'est demander à son parti de proposer une autre personne. Qui elle est propre. Parce que vous avez ces partis-là, ils ont quand même des militants qui sont propres. Pourquoi on ne les propose pas? Pourquoi on propose ceux qui sont uniquement sales? Pour quelle raison? Parce qu'ils vont vouloir dire que non,
C'est eux qui sont les présidents du parti. Mais si tu es un voleur en tant que président du parti, tu dois leur répondre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans tous les cas, je disais que le peuple là, c'est un peuple pacifique. Mais méfiez-vous d'un rouleau compresseur. C'est ça qu'il faut faire très attention. Parce que vous avez un peuple qui a une jeunesse. Nous sommes un peuple dont la jeunesse dépasse 70%. Ces jeunes-là, c'est vraiment des bombes à retardement. Donnons-leur de bons exemples. Ne faisons aucun cadeau à ceux qui prennent des libertés avec les biens publics. Ils vont se retrouver. Créer les conditions d'une justice sociale juste, créer les conditions d'une justice politique juste, créer les conditions d'une justice si courte. Quand tu prends des libertés avec les biens d'autrui et les biens de l'État, tu dois reprendre. Voilà mon dernier mot par rapport au président de la République. Je vous remercie.